Voilà longtemps que les volcans siciliens nous attirent, alors c'est décidé, aujourd'hui on y va. Cet avion va nous déposer à Catane, et je vous propose de vous faire découvrir Taormina, avant de prendre le bateau pour l'île éolienne de Vulcano, où nous ferons l'ascension du volcan considéré comme l'un des plus dangereux de la planète. Après un bain de bourre réparateur pour nos vieux rhumatismes, le bateau nous conduira sur Stromboli, où nous sommes attendus pour assister aux projections de lave à 900 mètres d'altitude. Nous saluerons au passage Ingrid Bergman et Rossellini avant de rejoindre Catane pour visiter la ville. De là, point d'orgue de cette escapade, nous monterons sur l'Etna respirer les entrailles de la Terre. Avant le retour, nous irons voir selon Homère les conséquences des jets de pierre de Polyphène sur Ulysse et répondre au souhait d'Henri Salvador qui voulait tant voir Syracuse. Prêt pour ce programme? Alors on atterrit et on y va. Nous sommes à Taormine, ville médiévale, sorte de petit Saint-Trope perché sur son rocher comme s'il craignait l'eau. Enfin, à l'évidence, la ville ne craint pas l'eau aujourd'hui. Elle offre assurément l'un des plus beaux panoramas de la Sicile. La Corso Umberto fend la ville médiévale en deux, offrant tous les jours un spectacle haut en couleurs. Les belles façades des demeures nobiliaires rappellent que Taormina fut une ville prospère bien avant d'être l'égérie des artistes et de leurs mécènes à la fin du XIXe siècle, et des touristes branchés du XXIe siècle. Le G7 de 2017 s'est tenu dans les arènes de Taormina. Cette cathédrale forteresse dédiée à Saint-Nicolas est la construction la plus ancienne de l'époque médiévale de la ville. Et elle domine cette jolie fontaine baroque de 1653 décorée d'un centaure au féminin, emblème de la cité. Après cette courte visite, préparez vos valises. Nous prenons le bateau pour les îles éoliennes, mais avant, vous prendrez bien une petite douceur avec nous. Enfin, une petite... Départ pour Vulcano. Séparé par un bras de mer peu profond de Lipari, Vulcano est avec Stromboli l'une des îles les plus jeunes de l'archipel éolien, environ 120 000 ans. Cette île volcan est composée de deux caldeiras, dont la plus jeune a 6 000 ans. Les odeurs sulfurées sont omniprésentes. Les valises posées, c'est Mario qui va nous prendre en charge pour nous mener au sommet. Les anciens avaient fait de Vulcano l'île sacrée d'Héphaïstos, le dieu du feu. D'après l'Odyssée, le dieu Éole, plein de bienveillance, reçut ici Ulysse avec sympathie et enferma les vents hostiles dans une outre qu'il remit au héros, ne laissant sur la mer que le Zéphyr pour lui permettre de rentrer rapidement chez lui à Ithaque. Malheureusement, les marins d'Ulysse, rongés par la curiosité, ouvrirent l'outre pendant le sommeil de leur capitaine. Libérés brutalement, les vents de tempête se déchaînèrent, entraînant très loin de leur destination Ulysse et son insupportable équipage. Aujourd'hui, notre guide a maigri et a changé de t-shirt.
Très rapidement, un superbe panorama se détache sur le village, la presqu'île de Vulcanello et les îles voisines de Lipari et Salina, dans l'alignement l'une de l'autre. À l'arrivée au cratère, la vue est époustouflante. Parce que ça change presque tous les jours. Aujourd'hui, je peux dire qu'il y a un peu moins de gaz au bord du cratère, mais beaucoup plus au fond du cratère. C'est pas commun à voir les fumerolles comme ça actifs juste là-bas. Et voyez bien que je vous disais que le cratère est totalement bouché. Ouais. Du 6e siècle avant Jésus-Christ à la fin du 19e siècle, la Terre n'a pas cessé de manifester ses humeurs. Les chercheurs s'accordent à dire que Vulcano est l'un des volcans les plus dangereux au monde. Ils ont même donné son nom à un type d'activité dite vulcanienne, caractérisée par des explosions brutales survenant en raison de la formation de bouchons de lave dans les cheminées volcaniques. Fumerolles et émanations de soufre attestent que Vulcano n'est qu'endormi et peut se réveiller à tout moment. Certains pensent qu'un jour ou l'autre, l'accumulation des gaz va provoquer une gigantesque explosion, le volcan et l'île risquant de disparaître dans les profondeurs de la mer en provoquant un énorme tsunami. C'est absolument fabuleux. Sur des images empruntées, je vous propose d'aller le voir d'en haut. Le mélange de l'aluminium avec le soufre donne cette couleur. Et après cette ascension, relax dans les bains de boue. Les poches d'air comprimé dans le sous-sol sont libérées dans la mer et aux abords de la plage. Elles traversent les nappes phréatiques sulfureuses, formant en surface une mare de boue aux propriétés thérapeutiques reconnues dans le traitement de l'arthrose, des maladies de peau et respiratoires. L'odeur d'œuf pourri n'est pas très agréable et ne va pas nous quitter pendant plusieurs jours. C'est quoi votre parfum ?
Et le fun, c'est d'aller se tremper dans la mer en se faisant masser par les colonnes de bulles d'air chaud qui glougloutent depuis les fonds marins. Nous quittons Vulcano pour Stromboli, la plus excentrée des îles de l'archipel qui est aussi la plus célèbre et la plus impressionnante. Homère y fait débarquer Ulysse fuyant le Cyclope. Ne cherchez pas les plages de sable blanc, les fonds dégringolent à quelques brasses du rivage. Trônant au-dessus de petits hameaux, le volcan exhale en permanence poussière et gaz, parfois accompagnés d'un boom retentissant et de coulées de magma. Les panneaux signalant les abris nous mettent d'ailleurs en condition. Voilà plus de 2000 ans que ce phare de la Méditerranée brille ainsi quasi continuellement. Au gré des phases paroxytiques et de destruction, les Strombolani ont parfois pris peur. Ceux qui sont restés depuis trop longtemps sous la menace exhibent une sorte de décontraction mêlée de respect pour le monstre qui, du jour au lendemain, pourrait les anéantir. C'est ici que Jules Verne y situe le retour des héros du voyage au centre de la Terre, souvenez-vous. Après une descente involontaire dans le volcan Sneffels en Islande. Oui, attention où vous marchez, parce que le Sneffels est réputé pour être traître. Sneffels, c'est le nom de la montagne où le personnage de Lidenbrock a apparemment trouvé le passage vers le centre de la Terre. De la lave. C'est du magma. Et il monte vers nous. Oh non, regardez, la lave se rapproche. Baissez-vous, ça va exploser. Ça brûle de derrière. Oui, je sais. Est-ce que c'est le ciel? Ils ressortiront par le Stromboli. Petite promenade dans les ruelles de l'île avant l'ascension du Stromboli. Puis petit pèlerinage devant les demeures d'Ingrid Bergman et le cinéaste Rossellini. En 1949, lorsque le grand cinéaste Rossellini s'éprit de la belle Ingrid Bergman, il était toujours marié à la diva du cinéma italien, la volcanique Anna Magnani. Pas question donc pour les deux tourtereaux de partager officiellement le même toit pendant le tournage. Au cinéaste la Maison Rose et à la blonde nordique la Blanche d'à côté. Situation d'autant plus scabreuse que l'épouse délaissée s'installait tous les soirs à proximité pour injurier à distance son mari infidèle. Bon, passons aux choses sérieuses, l'ascension du Stromboli. 924 mètres à grimper en partant du niveau de la mer. Les randonneurs sont parés, les guides donnent les dernières instructions, alors c'est parti. Le Stromboli, en activité quasi permanente depuis la plus haute antiquité, expulse 3 à 7 fois par heure en moyenne des lambeaux de lave incandescente jusqu'à 100-200 mètres de hauteur. On les observe depuis le point le plus haut du cratère, environ 150 mètres au-dessus de la Grande Marmite. Les Grecs y voyaient le siège d'Éole, dieu capricieux responsable des tempêtes. Et il aura fallu attendre le XVIIe siècle pour cesser de croire que les volcans étaient à l'origine des vents qui soufflent sur Terre. L'itinéraire s'élève directement au-dessus du village, d'abord à travers un dense matorral de bambous, puis au-delà de la limite de la végétation, vers 500 mètres, en zigzag le long de l'arête principale. La progression se poursuit dans un sable de scorie jusqu'au sommet que l'on atteindra au terme de 2h30 d'effort. Can't quite explain it, and maybe I shouldn't, 'cause some things can't be explained. The world is a huge empty canvas, and I have the colors to paint me the future that I always had in mind. This is my time, the start of my new life.
Mais les nuages s'invitent dans la randonnée. De la pluie tombe sur moi, et comme pour quelqu'un dont les souliers sont trop étroits, tout va de guingois, car toute la pluie tombe sur moi. De tous les Au sommet, un vent et une pluie violents vont nous bloquer pendant 1 heure. Ce qui m'arrive et ce que j'ai fait, oh mon Dieu, ouvre mes Voilà, yeux pour arrivé au sommet du Stromboli. qu'autant de pluie tombe. On a le son mais pas l'image. Que je m'en suis toujours sorti. On est profondément frustré. Vous aussi? Allez, je triche un peu. Voilà ce qu'on aurait dû voir. Le Stromboli se compose de 5 cratères. Chacun d'entre eux crache de la lave toutes les 20 à 25 minutes en moyenne. La dernière grande éruption s'est produite en 2003. L'île avait été évacuée et son accès interdit pendant plusieurs semaines. Le beau temps est revenu, mais c'est l'heure du départ. Avant de faire l'ascension de l'Etna, nous allons visiter Catane, accueillis par Salvo. Le volcan est omniprésent au-dessus de la ville et lorsqu'il éternue, Catane tremble, affirme un dicton populaire. Depuis sa fondation en 728 avant Jésus-Christ, la cité vit au rythme des humeurs de l'Etna, détruite à plusieurs reprises. En dépit de ce passé douloureux, Catane demeure un creuset d'art et de culture, patrie de Bellini. La Via Etna, entièrement recouverte de dalles taillées dans du basalte volcanique local, s'étend de la Piazza del Duomo jusqu'au pied de l'Etna, d'où son nom. Elle rythme la vie de Catane et on se plaît à y flâner, à admirer les vitrines d'élégantes boutiques, les façades des églises et des palais. La plupart des bâtiments principaux de Catane se trouvent au voisinage de la Piazza del Duomo et son étonnante fontaine de l'éléphant. Cette place capte l'attention de tous les promeneurs. Très animée le soir, c'est l'agora de la cité. Sculpté en 1736 par Vaccarini, le pachyderme de la Piazza del Duomo, sur lequel trône un obélisque, est devenu l'emblème de la cité. La statue doit son surnom à une légende. En 725, Catane hébergeait un magicien qui réussit à transformer son éléphant en pierre de lave. On trouve bien sûr sur cette place le Duomo de style baroque, édifié au XIe siècle par les Normands de Roger Ier pour honorer Sainte Agathe, patronne de la ville. Elle est parée d'une majestueuse façade de style borroménien, œuvre de Vaccarini. À l'intérieur, les 3 nefs aux piliers massifs sont d'époque normande. Des personnages illustres y ont trouvé le repos éternel, comme Bellini, dont nous entendons l'ouverture de Norma. Dans la chambre du trésor, il y a le très saint reliquaire de la jeune martyre catanaise Agathe. Dans le buste d'argent sont conservés la tête et le tronc de la sainte, tandis qu'à l'intérieur de 8 reliquaires, on garde les fémurs, les jambes, les bras, un sein et le miraculeux voile de sainte Agathe. 1 an après sa mort, l'Etna entra en éruption, déversant un flot de lave sur Catane. Selon la légende, les habitants s'emparèrent du voile qui recouvrait la sépulture et le placèrent devant le feu qui s'arrêta aussitôt, épargnant la ville. Depuis, on évoque son nom pour se protéger des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des incendies.
La fête de Sainte-Agathe, du 3 au 5 février, est la plus importante fête religieuse de Catane. Le buste qui abrite les reliques est porté en procession dans la ville. Une pâtisserie populaire symbolise la poitrine de la martyre. Un petit dôme de pâte fourrée de fromage frais, de fruits candis et de pistaches, recouvert d'un glaçage blanc et surmonté d'une cerise confite. Ce saint n'attend plus que les gourmandes. La place de l'université. On y découvre d'abord le palais de l'université, actuel siège du rectorat, avec sa belle façade. À l'intérieur, le charmant patio est l'œuvre de Vaccarini réalisée en 1730. Entouré d'harmonieuses arcades, un superbe pavement ouvragé alterne pierre blanche et galets de lave noire. Enfin, nous terminerons cette courte visite par le marché aux poissons. C'est le plus grand, le plus beau et certainement le plus authentique des marchés aux poissons de Sicile. C'est comme si une marée géante était entrée en ville pour déposer sur les étalages des marailleurs et des poissonniers tout ce que la mer cultive en secret. Dans un capharnaüm digne du plus beau film de Fellini, on se harangue, on se hèle, on s'invective. On en prend plein les mirettes et les narines. Les crevettes à 8 € par kilo, c'est rien. L'espadon, des poulpes, des gambas. Comment est-ce qu'on appelle les figées en italien? Bon, petit réconfort, on vous offre la granita sicilienne. La journée va être consacrée à l'ascension de l'Etna et ses 3350 mètres environ. Pour nous faire apprécier l'importance de cette montagne vivante, je vous propose quelques images tournées par France Télévisions pour Faut pas rêver, car en le regardant de loin, il ne ressemble en rien à ce qu'on peut voir d'en haut. Patrie des Cyclopes qui projetaient des rochers d'une simple pichenette dans la mer, atelier de Vulcain, dieu du feu qui forgeait les armes de Jupiter, demeure du géant Typhon et d'Adramos, l'Etna est depuis la nuit des temps le siège des divinités. Depuis les navigateurs téméraires de l'Antiquité jusqu'aux grandes plumes de la littérature, il a intrigué, fasciné, subjugué, pour finalement faire couler autant d'encre qu'il a déversé de lave. Malgré le danger permanent, les flancs du volcan concentrent la plus forte densité de population de la Sicile. La raison, la fertilité de ces épanchements. Jusqu'à 1200 mètres, des plantations d'orangers et de citronniers se succèdent. Au-delà, et jusqu'à 1500 mètres, ce ne sont que des zones boisées, couvertes de genêts et de châtaigniers. À partir de 1500 mètres, les coulées de lave ne laissent plus aucune chance à la végétation. Les éruptions se succèdent et le XXIe siècle commence fort avec celles de 2002, 2007, 2008, 2013, 2015, une des plus fortes depuis 20 ans, 2016 et 2017. Le cratère sud n'en finit pas de s'ébrouer et l'accès à cette partie sommitale est strictement réglementé et n'est accessible qu'avec un guide habilité. Vous voulez voir de plus près? Allez d'accord, on vous emmène. Nous sommes au refuge de Sapienza pour rencontrer notre guide et le Funivia del Etna va nous déposer à 2500 mètres. Puis, de gros 4x4 nous emmèneront à 2900 mètres, une véritable poule aux œufs d'or pour l'exploitant du site. La météo est engageante et le volcan fume à souhait, c'est parti! Je crois qu'on est en approche. Le bord du cratère du volcan se trouve à 3250 mètres et il offre des vues panoramiques à couper le souffle. 3 immenses cratères dont celui-ci est actif. Fumerolles, si on peut dire, et sublimation de soufre. Un précipice vertigineux de 750 mètres du cratère central.
Toutes les fissures semblent exploser à tout moment. Le vent gênant la prise de son, vous ne pourrez pas entendre comme nous le bouillonnement au fond du cratère. La bouche nouvelle, et il y a l'activité dedans comme vous pouvez entendre, et ici on marche justement sur les souffles qui sont ici avec les gaz. « 150 mètres de profondeur. Et il fait chaud en bas. Les éruptions de 2017 et 2018 sont parties de ce cratère. La descente plutôt fun va s'effectuer dans des dépôts pyroclastiques à la limite de la vallée d'Elbove, avec une pente parfois de l'ordre de 45 degrés. Un grand moment, une expérience inoubliable. Départ ce matin pour Racitresa et les Rochers des Cyclopes, et c'est Vincenzo qui s'y colle. Racitresa est lié à l'activité de la pêche, mais le site est caractérisé par les Faraglioni, dit les Rochers des Cyclopes. Alors ces rochers ont une histoire. Continue à jeter dans la mer tous les rochers. Allons, jette-les tous. Ah, jette-en d'autres. Et si ton père cherche à savoir qui t'a ôté cet œil unique, réponds-lui que c'est Ulysse. Ulysse. Et oui, selon la légende, ces 8 pittoresques pinacles de basalte auraient été lancés par le géant Polyphème vers Ulysse qui venait de l'aveugler. Il s'en est passé des choses dans la région, n'est-ce pas ?
Bon, tout ça, ça nous a déjà donné soif. Alors, liqueur de mandarine. Mandarino. Seltz, c'est le seltz, c'est l'eau pétillante avec des mandarinos. Mandarino. À votre santé. J'aimerais t'en voir, Syracuse. Je ne vous ferai pas l'affront, en 3 minutes, de vous raconter Syracuse qui mérite une vidéo à part entière. Juste quelques clichés. Ces anciennes carrières fournissaient les blocs de pierre pour la construction des temples, des fortifications et des palais. La ville en comptait 8. Certaines servirent plus tard de prison, puis de lieux de culte païen, puis chrétien. Ici, la voûte qui recouvrait la mine s'est écroulée lors d'un tremblement de terre, formant ce vaste cratère désormais occupé par un parc botanique touffu où poussent agrumes et bambous. Dans les parois du cratère s'enfoncent encore 2 latomies intactes des tunnels creusés à la force des bras. Voilà l'oreille de Denis, une cavité tonitruante de 65 mètres de long et 23 mètres de haut. Cette cavité a été nommée par le peintre Caravage l'oreille de Denis lorsqu'il visita la ville en 1608. Pourquoi? Parce qu'elle a la forme d'un immense pavillon, mais aussi car, dit-on, son acoustique est telle qu'on pouvait écouter de loin les discussions des prisonniers qui y travaillaient. Voilà le théâtre grec le plus vaste de la Sicile et l'un des plus grands du monde grec. Creusé dans le roc autour du 5e siècle avant Jésus-Christ, il mesure 138 mètres de diamètre et pouvait accueillir jusqu'à 15 000 spectateurs. Euripide et Échille y virent jouer leurs pièces et des spectateurs célèbres honorèrent ces lieux, Archimède, Platon, Pindare et Sappho, la poétesse de l'amour. Voilà l'amphithéâtre romain, l'un des plus grands d'Italie. Il conserve une certaine unité avec ses gradins envahis par les herbes folles. À l'époque, certains spectateurs achetaient un siège et y faisaient graver leur nom, disposant ainsi d'une sorte d'abonnement à vie. Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser les... Nous sommes maintenant dans Ortigia. Voici la fontaine d'Aréthuse. C'est d'abord une curiosité géologique que cette source d'eau douce à quelques mètres de la mer. Et il y pousse du papyrus. Un incroyable mélange de styles confère à ce Duomo une grande originalité. Quand la façade normande s'effondra à la suite du séisme de 1693, on la remplaça par une architecture baroque massive mais fort altière. L'intérieur, imprégné d'une atmosphère mystique, est exceptionnel et dégage une grande solennité. En effet, l'église a été édifiée directement dans un temple dorique, lui-même construit au 5e siècle avant Jésus-Christ en l'honneur d'Athéna, grâce au butin
ramassés lors de la victoire des Syracusiens sur les Carthaginois en 480 avant Jésus-Christ. Et ces massives colonnes sont toujours là, encastrées dans les murs de chaque côté de la nef. Étonnant. Sainte Lucie est la patronne de Syracuse, et l'église Santa Lucia accueille le tableau de l'enterrement de Sainte Lucie par le Caravage datant de 1608. Les photos étant interdites, Internet nous l'offrira. Enfin, nous terminerons cette escapade en visitant Noto. Situé dans une région où abondent amandiers et oliviers, Noto s'impose par son style baroque tardif. Après la destruction en 1693 de la première Noto à 18 km de là, un nouveau site fut choisi avec une exposition idéale et la mer en toile de fond. Les architectes ont délaissé le charme tortueux si caractéristique des villes siciliennes pour concevoir la nouvelle Noto autour de 3 rues principales parallèles tracées d'est en ouest afin d'être éclairées par le soleil toute la journée. La rue haute était occupée par la noblesse, celle du centre par le clergé et celle du bas par les classes populaires. De grands axes désormais arpentés par des cohortes de touristes. Bon allez, on vous en propose une dernière pour la route. Vous n'allez quand même pas manger tout seul.